Dès les premiers jours, Saint-Loup fit la conquête de ma grand-mère, non seulement par la bonté incessante qu'il s'ingéniait à nous témoigner à tous deux, mais par le naturel qu'il y mettait, comme en toute chose. Or, le naturel, sans doute parce que, sous l'art de l'homme, il laisse sentir la nature, était la qualité que ma grand-mère préférait à toutes, tant dans les jardins où elle n'aimait pas qu'il y eût, comme dans celui de Combray, de plates-bandes trop régulières, qu'en cuisine où elle détestait ces pièces montées, dans lesquelles on reconnaît à peine les aliments qui ont servi à les faire, ou dans l'interprétation pianistique qu'elle ne voulait pas trop fignolée, trop léchée, ayant même eu pour les notes accrochées, pour les fausses notes de Rubinstein, une complaisance particulière. Ce naturel, elle le goûtait jusque dans les vêtements de Saint-Loup, d'une élégance souple, sans rien de gommeux, ni de compassé, sans raideur et sans empois. Elle prisait davantage encore ce jeune homme riche dans la façon négligente et libre qu'il avait de vivre dans le luxe, sans sentir l'argent, sans air important. Elle retrouvait même le charme de ce naturel dans l'incapacité que Saint-Loup avait gardée, et qui généralement disparaît avec l'enfance, en même temps que certaines particularités physiologiques de cet âge, d'empêcher son visage de refléter une émotion. Quelque chose qu'il désirait par exemple, et sur quoi il n'avait pas compté, ne fût-ce qu'un compliment, faisait se dégager en lui un plaisir si brusque, si brûlant, si volatile, si expansif, qu'il lui était impossible de le contenir et de le cacher. Une grimace de plaisir s'emparait irrésistiblement de son visage. La peau, trop fine de ses joues, laissait transparaître une vive rougeur, ses yeux reflétaient la confusion et la joie. Et ma grand-mère était infiniment sensible à cette gracieuse apparence de franchise et d'innocence, laquelle d'ailleurs, chez Saint-Loup, au moins à l'époque où je me liais avec lui, ne trompait pas. Mais j'ai connu un autre être, et il y en a beaucoup, chez lequel la sincérité physiologique de cet incarnat passager n'excluait nullement la duplicité morale. Bien souvent, il prouve seulement la vivacité avec laquelle ressentent le plaisir, jusqu'à être désarmés devant lui et à être forcés de le confesser aux autres, des natures capables des plus viles fourberies. Mais où ma grand-mère adorait surtout le naturel de Saint-Loup, c'était dans sa façon d'avouer sans aucun détour la sympathie qu'il avait pour moi, et pour l'expression de laquelle il avait de ces mots, comme elle n'eût pas pu en trouver elle-même, disait-elle, de plus justes et vraiment aimants, des mots qu'eussent contresignés Sévigné et Beausergent. Il ne se gênait pas pour plaisanter mes défauts, qu'il avait démêlés avec une finesse dont elle était amusée. Mais comme elle-même aurait fait, avec tendresse, exaltant au contraire mes qualités avec une chaleur, un abandon qui ne connaissait pas les réserves et la froideur grâce auxquelles les jeunes gens de son âge croient généralement se donner de l'importance. Et il montrait, à prévenir mes moindres malaises, à remettre des couvertures sur mes jambes si le temps fraîchissait sans que je m'en fusse aperçue, à s'arranger, sans le dire, à rester le soir avec moi plus tard, s'il me sentait triste ou mal disposée, une vigilance que, du point de vue de ma santé, pour laquelle plus d'endurcissement eût peut-être été préférable, ma grand-mère trouvait presque excessive, mais qui, comme preuve d'affection pour moi, la touchait profondément. Il fut bien vite convenu, entre lui et moi, que nous étions devenus de grands amis pour toujours, et il disait « notre amitié », comme s'il eût parlé de quelque chose d'important et de délicieux qui eût existé en dehors de nous-mêmes, et qu'il appela bientôt, en mettant à part son amour pour sa maîtresse, la meilleure joie de sa vie. Ces paroles me causaient une sorte de tristesse, et j'étais embarrassée pour y répondre, car je n'éprouvais à me trouver à causer avec lui, et sans doute c'eût été de même avec tout autre, rien de ce bonheur qu'il m'était au contraire possible de ressentir quand j'étais sans compagnon. Seule, quelquefois, je sentais affluer du fond de moi quelqu'une de ces impressions qui me donnaient un bien-être délicieux. Mais dès que j'étais avec quelqu'un, dès que je parlais à un ami, mon esprit faisait volte-face. C'était vers cet interlocuteur et non vers moi-même qu'il dirigeait ses pensées, et quand elle suivait ce sens inverse, elle ne me procurait aucun plaisir.
Une fois que j'avais quitté Saint-Loup, je mettais, à l'aide de mots, une sorte d'ordre dans les minutes confuses que j'avais passées avec lui. Je me disais que j'avais un bon ami, qu'un bon ami est une chose rare, et je goûtais à me sentir entouré de biens difficiles à acquérir, ce qui était justement l'opposé du plaisir qui m'était naturel, l'opposé du plaisir d'avoir extrait de moi-même et amené à la lumière quelque chose qui était caché dans la pénombre. Si j'avais passé 2 ou 3 heures à causer avec Robert de Saint-Loup, et qu'il eût admiré ce que je lui avais dit, j'éprouvais une sorte de remords, de regret, de fatigue de ne pas être resté seul et prêt enfin à travailler. Mais je me disais qu'on n'est pas intelligent que pour soi-même, que les plus grands ont désiré d'être appréciés, que je ne pouvais pas considérer comme perdues des heures où j'avais bâti une haute idée de moi dans l'esprit de mon ami. Je me persuadais facilement que je devais en être heureux, et je souhaitais d'autant plus vivement que ce bonheur ne me fût jamais enlevé, que je ne l'avais pas ressenti. On craint plus que de tous les autres la disparition des biens restés en dehors de nous, parce que notre cœur ne s'en est pas emparé. Je me sentais capable d'exercer les vertus de l'amitié mieux que beaucoup, parce que je ferais toujours passer le bien de mes amis avant ces intérêts personnels auxquels d'autres sont attachés et qui ne comptaient pas pour moi, mais non pas de connaître la joie par un sentiment qui, au lieu d'accroître les différences qu'il y avait entre mon âme et celle des autres, comme il y en a entre les âmes de chacun de nous, les effacerait. En revanche, par moments, ma pensée démêlait en Saint-Loup un être plus général que lui-même, le noble, et qui, comme un esprit intérieur, mouvait ses membres, ordonnait ses gestes et ses actions. Alors, à ces moments-là, quoique près de lui, j'étais seule comme je l'eusse été devant un paysage dont j'aurais compris l'harmonie. Il n'était plus qu'un objet que ma rêverie cherchait à approfondir, à retrouver toujours en lui cet être antérieur, séculaire, cet aristocrate que Robert aspirait justement à ne pas être. J'éprouvais une vive joie, mais d'intelligence, non d'amitié. Dans l'agilité morale et physique qui donnait tant de grâce à son amabilité, dans l'aisance avec laquelle il offrait sa voiture à ma grand-mère et l'y faisait monter, dans son adresse à sauter du siège quand il avait peur que j'eusse froid, pour jeter son propre manteau sur mes épaules, je ne sentais pas seulement la souplesse héréditaire des grands chasseurs qu'avaient été depuis des générations les ancêtres de ce jeune homme qui ne prétendait qu'à l'intellectualité, leur dédain de la richesse qui, subsistant chez lui à côté du goût qu'il avait d'elle, rien que pour pouvoir mieux fêter ses amis, lui faisait mettre si négligemment son luxe à leurs pieds. J'y sentais surtout la certitude ou l'illusion qu'avaient eue ces grands seigneurs d'être plus que les autres, grâce à quoi ils n'avaient pu léguer à Saint-Loup ce désir de montrer qu'on est autant que les autres, cette peur de paraître empressé qui lui était en effet vraiment inconnue et qui enlaidit de tant de laideur et de gaucherie la plus sincère amabilité plébéienne. Quelquefois, je me reprochais de prendre ainsi plaisir à considérer mon ami comme une œuvre d'art, c'est-à-dire à regarder le jeu de toutes les parties de son être comme harmonieusement réglées par une idée générale à laquelle elles étaient suspendues, mais qu'il ne connaissait pas, et qui par conséquent n'ajoutait rien à ses qualités propres, à cette valeur personnelle d'intelligence et de moralité à quoi il attachait tant de prix. Et pourtant elle était dans une certaine mesure leur condition. C'est parce qu'il était un gentilhomme que cette activité mentale, ces aspirations socialistes qui lui faisaient rechercher de jeunes étudiants prétentieux et mal mis, avaient chez lui quelque chose de vraiment pur et désintéressé qu'elle n'avait pas chez eux. Se croyant l'héritier d'une caste ignorante et égoïste, il cherchait sincèrement à ce qu'ils lui pardonnassent ses origines aristocratiques qui exerçaient sur eux, au contraire, une séduction et à cause desquelles il le recherchait, tout en simulant à son égard la froideur et même l'insolence. Il était ainsi amené à faire des avances à des gens dont mes parents, fidèles à la sociologie de Combray, eussent été stupéfaits qu'il ne se détournât pas.
Un jour que nous étions assis sur le sable, Saint-Loup et moi, nous entendîmes, d'une tente de toile contre laquelle nous étions, sortir des imprécations contre le fourmillement d'Israélites qui infestait Balbec. « On ne peut faire 2 pas sans en rencontrer, » disait la voix. « Je ne suis pas par principe irréductiblement hostile à la nationalité juive, mais ici il y a pléthore. On entend que « Dis donc, Abraham, Tchaïfu, Tchakop », on se croirait rue d'Aboukir. L'homme qui tonnait ainsi contre Israël sortit enfin de la tente. Nous levâmes les yeux sur cet antisémite. C'était mon camarade Bloch. Saint-Loup me demanda immédiatement de rappeler à celui-ci qu'ils s'étaient rencontrés au concours général où Bloch avait eu le prix d'honneur, puis dans une université populaire. Tout au plus, souriais-je parfois de retrouver chez Robert les leçons des jésuites dans la gêne que la peur de froisser faisait naître chez lui. Chaque fois que quelqu'un de ses amis intellectuels commettait une erreur mondaine, faisait une chose ridicule à laquelle lui, Saint-Loup, n'attachait aucune importance, mais dont il sentait que l'autre aurait rougi si l'on s'en était aperçu. Et c'était Robert qui rougissait, comme si ça avait été lui le coupable. Par exemple, le jour où Bloch lui promettait d'aller le voir à l'hôtel, ajouta « Comme je ne peux pas supporter d'attendre parmi le faux chic de ces grands caravansérails et que les tziganes me feraient trouver mal, dites au Leift de les faire taire et de vous prévenir de suite. » Personnellement, je ne tenais pas beaucoup à ce que Bloch vînt à l'hôtel. Il était à Balbec, non pas seul, malheureusement, mais avec ses sœurs qui avaient elles-mêmes beaucoup de parents et d'amis. Or, cette colonie juive était plus pittoresque qu'agréable. Il en était de Balbec comme de certains pays, la Russie ou la Roumanie, où les cours de géographie nous enseignent que la population israélite n'y jouit point de la même faveur et n'y est pas parvenue au même degré d'assimilation qu'à Paris, par exemple. Toujours ensemble, sans mélange d'aucun autre élément, quand les cousines et les oncles de Bloch ou leurs coreligionnaires mâles ou femelles se rendaient au casino, les unes pour le bal, les autres bifurquant vers le baccarat, ils formaient un cortège homogène en soi et entièrement dissemblable des gens qui les regardaient passer et les retrouvaient là, tous les ans, sans jamais échanger un salut avec eux, que ce fût la société de Cambremer, le clan du premier président, ou des grands et petits bourgeois, ou même de simples grignotés de Paris, dont les filles, belles, fières, moqueuses et françaises comme les statues de Reims, n'auraient pas voulu se mêler à cette horde de fillasses mal élevées, poussant le souci des modes de bain de mer jusqu'à toujours avoir l'air de revenir de pêcher la crevette ou d'être en train de danser le tango. Quant aux hommes, malgré l'éclat des smokings et des souliers vernis, l'exagération de leur type faisait penser à ces recherches dites intelligentes des peintres qui, ayant à illustrer les évangiles ou les 1001 nuits, pensent au pays où la scène se passe et donnent à Saint-Pierre ou à Ali Baba précisément la figure qu'avait le plus gros ponte de Balbec. Bloch me présenta ses sœurs, auxquelles il fermait le bec avec la dernière brusquerie et qui riaient aux éclats des moindres boutades de leurs frères, leur admiration et leur idole. De sorte qu'il est probable que ce milieu devait renfermer comme tout autre, peut-être plus que tout autre, beaucoup d'agréments, de qualité et de vertu. Mais pour les éprouver, il eût fallu y pénétrer. Or, il ne plaisait pas, il le sentait. Il voyait là la preuve d'un antisémitisme contre lequel il faisait front en une phalange compacte et close où personne d'ailleurs ne songeait à se frayer un chemin. Pour ce qui est de Leift, cela avait d'autant moins lieu de me surprendre que quelques jours auparavant, Bloch, m'ayant demandé pourquoi j'étais venu à Balbec, il lui semblait au contraire tout naturel que lui-même y fût, et si c'était dans l'espoir de faire de belles connaissances, comme je lui avais dit que ce voyage répondait à un de mes plus anciens désirs, moins profond pourtant que celui d'aller à Venise,
il avait répondu « Oui, naturellement, pour boire des sorbets avec des belles madames, tout en faisant semblant de lire les Stones of Venice de Lord John Ruskin, sombre raseur et l'un des plus barbifiants bonshommes qui soit. » Bloch croyait donc évidemment qu'en Angleterre, non seulement tous les individus du sexe mâle sont lords, mais encore que la lettre I s'y prononce toujours aïe. Quant à Saint-Loup, il trouvait cette faute de prononciation d'autant moins grave qu'il y voyait surtout un manque de ces notions presque mondaines que mon nouvel ami méprisait autant qu'il les possédait. Mais la peur que Bloch, apprenant un jour qu'on dit Venise et que Ruskin n'était pas lord, crut rétrospectivement que Robert l'avait trouvé ridicule, fit que ce dernier se sentit coupable, comme s'il avait manqué de l'indulgence dont il débordait, et que la rougeur qui colorerait, sans doute, un jour le visage de Bloch à la découverte de son erreur, il la sentit, par anticipation et réversibilité, monter au sien. Car il pensait bien que Bloch attachait plus d'importance que lui à cette faute. Ce que Bloch prouva, quelque temps après, un jour qu'il m'entendit prononcer « lift » en interrompant. « Ah, on dit lift ?» et d'un ton sec et hautain. « Cela n'a d'ailleurs aucune espèce d'importance. » Phrase analogue à un réflexe, la même chez tous les hommes qui ont de l'amour-propre, dans les plus graves circonstances aussi bien que dans les plus infimes. Dénonçant alors aussi bien que dans celle-ci combien importante paraît la chose en question à celui qui la déclare sans importance. Phrase tragique parfois qui la première de toutes s'échappe, si navrante alors, des lèvres de tout homme un peu fier, à qui on vient d'enlever la dernière espérance à laquelle il se raccrochait en lui refusant un service. « Ah, bien, cela n'a aucune espèce d'importance, je m'arrangerai autrement. » L'autre arrangement, vers lequel il est sans aucune espèce d'importance d'être rejeté, étant quelquefois le suicide. Puis Bloch me dit des choses fort gentilles. Il avait certainement envie d'être très aimable avec moi. Pourtant, il me demanda « Est-ce par goût de t'élever vers la noblesse, une noblesse très à côté du reste, mais tu es demeuré naïf, que tu fréquentes de Saint-Loup-en-Bray ? Tu dois être en train de traverser une jolie crise de snobisme. Dis-moi, es-tu snob ? Oui, n'est-ce pas ? Ce n'est-ce pas que son désir d'amabilité eut brusquement changé. Mais ce qu'on appelle, en un français assez incorrect, la mauvaise éducation était son défaut. Par conséquent, le défaut dont il ne s'apercevait pas, à plus forte raison dont il ne crut pas que les autres puissent être choqués. Dans l'humanité, la fréquence des vertus identiques pour tous n'est pas plus merveilleuse que la multiplicité des défauts particuliers à chacun. Sans doute, ce n'est pas le bon sens qui est la chose du monde la plus répandue. C'est la bonté. Dans les coins les plus lointains, les plus perdus, on s'émerveille de la voir fleurir d'elle-même, comme dans un vallon écarté un coquelicot pareil à ceux du reste du monde, lui qui ne les a jamais vus et n'a jamais connu que le vent qui fait frissonner parfois son rouge chaperon solitaire. Même si cette bonté, paralysée par l'intérêt, ne s'exerce pas, elle existe pourtant. Et chaque fois qu'aucun mobile égoïste ne l'empêche de le faire, par exemple pendant la lecture d'un roman ou d'un journal, elle s'épanouit, se tourne, même dans le cœur de celui qui, assassin dans la vie, reste tendre comme amateur de feuilleton vers le faible, vers le juste et le persécuté. Mais la variété des défauts n'est pas moins admirable que la similitude des vertus. Chacun a tellement les siens que pour continuer à l'aimer, nous sommes obligés de n'en pas tenir compte et de les négliger en faveur du reste. La personne la plus parfaite a un certain défaut qui choque ou qui met en rage. L'une est d'une belle intelligence, voit tout d'un point de vue élevé, ne dit jamais de mal de personne, mais oublie dans sa poche les lettres les plus importantes qu'elle vous a demandé elle-même de lui confier,
et vous fait manquer ensuite un rendez-vous capital, sans vous faire d'excuses, avec un sourire, parce qu'elle met sa fierté à ne jamais savoir l'heure. Un autre a tant de finesse, de douceur, de procédés délicats, qu'il ne vous dit jamais de vous-même que les choses qui peuvent vous rendre heureux. Mais vous sentez qu'il en tait, qu'il en ensevelit dans son cœur, où elles aigrissent, de toutes différentes, et le plaisir qu'il a à vous voir lui est si cher qu'il vous ferait crever de fatigue plutôt que de vous quitter. Un troisième a plus de sincérité, mais la pousse jusqu'à tenir à ce que vous sachiez, quand vous vous êtes excusé sur votre état de santé de ne pas être allé le voir, que vous avez été vu vous rendant au théâtre et qu'on vous a trouvé bonne mine, ou qu'il n'a pu profiter entièrement de la démarche que vous avez faite pour lui, que d'ailleurs déjà 3 autres lui ont proposé de faire et dont il ne vous est ainsi que légèrement obligé. Dans les 2 circonstances, l'ami précédent aurait fait semblant d'ignorer que vous étiez allé au théâtre et que d'autres personnes eussent pu lui rendre le même service. Quant à ce dernier ami, il éprouve le besoin de répéter ou de révéler à quelqu'un ce qui peut le plus vous contrarier, est ravi de sa franchise et vous dit avec force « Je suis comme cela ». Tandis que d'autres vous agacent par leur curiosité exagérée ou par leur incuriosité si absolue, que vous pouvez leur parler des événements les plus sensationnels sans qu'ils sachent de quoi il s'agit. Que d'autres encore restent des mois à vous répondre si votre lettre a trait à un fait qui concerne vous et non eux, ou bien s'ils vous disent qu'ils vont venir vous demander quelque chose et que vous n'osiez pas sortir de peur de les manquer, ne viennent pas et vous laissent attendre des semaines, parce que n'ayant pas reçu de vous la réponse que leur lettre ne demandait nullement, ils avaient cru vous avoir fâché. Et certains, consultant leurs désirs et non le vôtre, vous parlent sans vous laisser placer un mot s'ils sont gais et ont envie de vous voir, quelque travail urgent que vous ayez à faire, mais s'ils se sentent fatigués par le temps ou de mauvaise humeur, vous ne pouvez tirer d'eux une parole. Ils opposent à vos efforts une inerte langueur et ne prennent pas plus la peine de répondre, même par monosyllabes, à ce que vous dites que s'ils ne vous avaient pas entendu. Chacun de nos amis a tellement ses défauts que pour continuer à l'aimer, nous sommes obligés d'essayer de nous consoler d'eux, en pensant à son talent, à sa bonté, à sa tendresse, ou plutôt de ne pas en tenir compte en déployant pour cela toute notre bonne volonté. Malheureusement, notre complaisante obstination à ne pas voir le défaut de notre ami est surpassée par celle qu'il met à s'y adonner à cause de son aveuglement ou de celui qu'il prête aux autres. Car il ne le voit pas ou croit qu'on ne le voit pas. Comme le risque de déplaire vient surtout de la difficulté d'apprécier ce qui passe ou non inaperçu, on devrait, au moins, par prudence, ne jamais parler de soi, parce que c'est un sujet où on peut être sûr que la vue des autres et la nôtre propre ne concordent jamais. Si on a autant de surprise qu'à visiter une maison d'apparence quelconque dont l'intérieur est rempli de trésors, de pinces monseigneur et de cadavres, quand on découvre la vraie vie des autres, l'univers réel sous l'univers apparent, on n'en éprouve pas moins si, au lieu de l'image qu'on s'était faite de soi-même grâce à ce que chacun nous en disait, on apprend par le langage qu'ils tiennent à notre égard en notre absence, quelle image entièrement différente ils portaient en eux de notre vie. De sorte que, chaque fois que nous avons parlé de nous, nous pouvons être sûrs que nos inoffensives et prudentes paroles, écoutées avec une politesse apparente et une hypocrite approbation, ont donné lieu aux commentaires les plus exaspérés ou les plus joyeux, en tout cas les moins favorables. Le moins que nous risquions est d'agacer par la disproportion qu'il y a entre notre idée de nous-mêmes et nos paroles, disproportion qui rend généralement les propos des gens sur eux aussi risibles que ces chantonnements des faux amateurs de musique
qui éprouvent le besoin de fredonner un air qu'ils aiment en compensant l'insuffisance de leur murmure inarticulé par une mimique énergique et un air d'admiration que ceux qu'ils nous font entendre ne justifient pas. Et à la mauvaise habitude de parler de soi et de ses défauts, il faut ajouter, comme faisant Bloch avec elle, cet autre de dénoncer chez les autres des défauts précisément analogues à ceux qu'on a. Or, c'est toujours de ces défauts-là qu'on parle, comme si c'était une manière de parler de soi détournée, et qui joint au plaisir de s'absoudre celui d'avouer. D'ailleurs, il semble que notre attention, toujours attirée sur ce qui nous caractérise, le remarque plus que toute autre chose chez les autres. Un myope dit d'un autre « Mais il peut à peine ouvrir les yeux !» Un poitrinaire a des doutes sur l'intégrité pulmonaire du plus solide. Un malpropre ne parle que des bains que les autres ne prennent pas. Un malodorant prétend qu'on sent mauvais. Un mari trompé voit partout des maris trompés. Une femme légère des femmes légères, le snob des snobs. Et puis, chaque vice, comme chaque profession, exige et développe un savoir spécial qu'on n'est pas fâché d'étaler. L'investi dépiste les investis. Le couturier invité dans le monde n'a pas encore causé avec vous qu'il a déjà apprécié l'étoffe de votre vêtement et que ses doigts brûlent d'en palper les qualités. Et si après quelques instants de conversation vous demandiez sa vraie opinion sur vous à un odontalgiste, il vous dirait le nombre de vos mauvaises dents. Rien ne lui apparaît plus important et à vous, qui avez remarqué les siennes, plus ridicule. Et ce n'est pas seulement quand nous parlons de nous que nous croyons les autres aveugles. Nous agissons comme s'ils l'étaient. Pour chacun de nous, un Dieu spécial est là, qui lui cache ou lui promet l'inversibilité de son défaut, de même qu'il ferme les yeux et les narines aux gens qui ne se lavent pas, sur l'arrêt de crasse qu'il porte aux oreilles et l'odeur de transpiration qu'il garde au creux des bras, et les persuade qu'ils peuvent impunément promener l'une et l'autre dans le monde qui ne s'apercevra de rien. Et ceux qui portent ou donnent en présent de fausses perles s'imaginent qu'on les prendra pour des vrais. Bloch était mal élevé, névropathe, snob, et appartenant à une famille peu estimée, supportait comme au fond des mers les incalculables pressions que faisaient peser sur lui non seulement les chrétiens de la surface, mais les couches superposées des castes juives supérieures à la sienne, chacune accablant de son mépris celle qui lui était immédiatement inférieure. Percé jusqu'à l'air libre en s'élevant de famille juive en famille juive, eût demandé à Bloch plusieurs milliers d'années. Il valait mieux chercher à se frayer une issue d'un autre côté. Quand Bloch me parla de la crise de snobisme que je devais traverser et me demanda de lui avouer que j'étais snob, j'aurais pu lui répondre « Si je l'étais, je ne te fréquenterais pas. » Je lui dis seulement qu'il était peu aimable. Alors il voulut s'excuser, mais selon le mode qui est justement celui de l'homme mal élevé, lequel est trop heureux, en revenant sur ses paroles, de trouver une occasion de les aggraver. « Pardonne-moi, me disait-il maintenant chaque fois qu'il me rencontrait. Je t'ai chagriné, torturé, j'ai été méchant à plaisir. Et pourtant, l'homme, en général, et ton ami, en particulier, est un si singulier animal, tu ne peux imaginer, moi qui te taquine si cruellement, la tendresse que j'ai pour toi. Elle va souvent, quand je pense à toi, jusqu'aux larmes. » Et il fit entendre un sanglot. Ce qui m'étonnait plus chez Bloch que ses mauvaises manières, c'était combien la qualité de sa conversation était inégale. Ce garçon si difficile, qui des écrivains les plus en vogue disait « C'est un sombre idiot, c'est tout à fait un imbécile », par moments racontait avec une grande gaieté des anecdotes qui n'avaient rien de drôle et citait comme quelqu'un de vraiment curieux tel homme entièrement médiocre. Cette double balance pour juger de l'esprit, de la valeur,
de l'intérêt des êtres ne laissa pas de m'étonner jusqu'au jour où je connus M. Bloch, père. Je n'avais pas cru que nous serions jamais admis à le connaître, car Bloch fils avait mal parlé de moi à Saint-Loup, et de Saint-Loup à moi. Il avait notamment dit à Robert que j'étais toujours affreusement snob. Si. Il est enchanté de connaître monsieur le Grandin, dit-il. Cette manière de détacher un mot était chez Bloch le signe à la fois de l'ironie et de la littérature. Saint-Loup, qui n'avait jamais entendu le nom de Legrandin, s'étonna. « Mais qui est-ce ? Oh, c'est quelqu'un de très bien, » répondit Bloch en riant et en mettant frileusement ses mains dans les poches de son veston, persuadé qu'il était en ce moment en train de contempler le pittoresque aspect d'un extraordinaire gentilhomme provincial, auprès de quoi ce de Barbet d'Aurevilly n'était rien. Il se consolait de ne pas savoir peindre Monsieur Legrandin en lui donnant plusieurs L et en savourant ce nom comme un vin de derrière les fagots. Mais ses jouissances subjectives restaient inconnues aux autres. S'il dit à Saint-Loup du mal de moi, d'autre part, il ne m'en dit pas moins de Saint-Loup. Nous avions connu le détail de ces médisances chacun dès le lendemain. Non que nous nous les fussions répétées l'un à l'autre, ce qui nous eût semblé très coupable, mais paraissait si naturel et presque si inévitable à Bloch que dans son inquiétude, et tenant pour certain qu'il ne ferait qu'apprendre à l'un ou à l'autre ce qu'ils allaient savoir, il préféra prendre les devants, et emmenant Saint-Loup à part, lui avoua qu'il avait dit du mal de lui, exprès, pour que cela lui fût redit, lui jura par le crognon de Zeus, gardien des serments, qu'il l'aimait, qu'il donnerait sa vie pour lui, et essuya une larme. Le même jour, il s'arrangea pour me voir, seul, me fit sa confession, déclara qu'il avait agi dans mon intérêt parce qu'il croyait qu'un certain genre de relations mondaines m'était néfaste et que je valais mieux que cela. Puis, me prenant la main avec un attendrissement d'ivrogne, bien que son ivresse fût purement nerveuse, « Crois-moi, dit-il, et que la noire caire me saisisse à l'instant et me fasse franchir les portes d'Hadès, odieux aux hommes, si hier, en pensant à toi, à Combray, à ma tendresse infinie pour toi, à tels après-midi en classe que tu ne te rappelles même pas, je n'ai pas sangloté toute la nuit. Oui, toute la nuit, je te le jure, et hélas, je le sais, car je connais les âmes, tu ne me croiras pas. » Je ne le croyais pas, en effet. Et à ces paroles que je sentais inventées à l'instant même et au fur et à mesure qu'il parlait, son serment par la Caire n'ajoutait pas un grand poids, le culte hellénique étant chez Bloch purement littéraire. D'ailleurs, dès qu'il commençait à s'attendrir et désirer qu'on s'attendrit sur un fait faux, il disait « je te le jure », plus encore pour la volupté hystérique de mentir que dans l'intérêt de faire croire qu'il disait la vérité. Je ne croyais pas ce qu'il me disait, mais je ne lui en voulais pas, car je tenais de ma mère et de ma grand-mère d'être incapable de rancune, même contre de bien plus grands coupables, et de ne jamais condamner personne. Ce n'était du reste pas absolument un mauvais garçon que Bloch. Il pouvait avoir de grandes gentillesses. Et depuis que la race de Combray, la race d'où sortaient des êtres absolument intacts comme ma grand-mère et ma mère, semble presque éteinte, comme je n'ai plus guère le choix qu'entre d'honnêtes brutes, insensibles et loyales, et chez qui le simple son de la voix montre bien vite qu'ils ne se soucient en rien de votre vie, et une autre espèce d'hommes qui, tant qu'ils sont auprès de vous, vous comprennent, vous chérissent, s'attendrissent jusqu'à pleurer, prennent leur revanche quelques heures plus tard en faisant une cruelle plaisanterie sur vous, mais vous reviennent, toujours aussi compréhensifs, aussi charmants, aussi momentanément assimilés à vous-même. Je crois que c'est cette dernière sorte d'homme dont je préfère, sinon la valeur morale, du moins la société. Tu ne peux t'imaginer ma douleur quand je pense à toi, reprit Bloch. Au fond, c'est un côté assez juif chez moi.
ajouta-t-il ironiquement en rétrécissant sa prunelle comme s'il s'agissait de doser au microscope une quantité infinitésimale de sang juif. Et comme aurait pu le dire, mais ne l'eût pas dit, un grand seigneur français qui parmi ses ancêtres tous chrétiens eût pourtant compté Samuel, Bernard, ou plus anciennement encore la Sainte Vierge, de qui prétendent descendre, dit-on, les Lévis, qui reparaît. J'aime assez, ajouta-t-il, faire ainsi dans mes sentiments la part, assez mince d'ailleurs, qui peut tenir à mes origines juives. Il prononça cette phrase parce que cela lui paraissait à la fois spirituel et brave de dire la vérité sur sa race, vérité que, par la même occasion, il s'arrangeait à atténuer singulièrement, comme les avares qui se décident à acquitter leurs dettes mais n'ont le courage d'en payer que la moitié. Ce genre de fraude qui consiste à avoir l'audace de proclamer la vérité, mais en y mêlant, pour une bonne part, des mensonges qui la falsifient, est plus répandu qu'on ne pense, et même, chez ceux qui ne le pratiquent pas habituellement, certaines crises dans la vie, notamment celles où une liaison amoureuse est en jeu, leur donnent l'occasion de s'y livrer. Toutes ces diatribes confidentielles de Bloch à Saint-Loup contre moi, à moi contre Saint-Loup, finirent par une invitation à dîner. Je ne suis pas bien sûre qu'il ne fit pas d'abord une tentative pour avoir Saint-Loup seul. La vraisemblance rend cette tentative probable. Le succès ne la couronna pas, car ce fut à moi et à Saint-Loup que Bloch dit un jour « Cher maître, et vous, cavalier Médarès, de Saint-Loup-en-Bray, dompteur de chevaux, puisque je vous ai rencontré sur le rivage d'Amphitrite, résonnant d'écume, près des tentes des Meuniers, aux nefs rapides, voulez-vous tous deux venir dîner un jour de la semaine chez mon illustre père, au cœur irréprochable ?» Il nous adressait cette invitation parce qu'il avait le désir de se lier plus étroitement avec Saint-Loup, qui le ferait, espérait-il, pénétrer dans les milieux aristocratiques. Formé par moi, pour moi, ce souhait eût paru à Bloch la marque du plus hideux snobisme, bien conforme à l'opinion qu'il avait de tout un côté de ma nature qu'il ne jugeait pas, jusqu'ici du moins, le principal. Mais le même souhait, de sa part, lui semblait la preuve d'une belle curiosité de son intelligence, désireuse de certains dépaysements sociaux où il pouvait peut-être trouver quelque utilité littéraire. Monsieur Bloch père, quand son fils lui avait dit qu'il amènerait à dîner un de ses amis, dont il avait décliné sur un ton de satisfaction sarcastique le titre et le nom, le marquis de Saint-Loup-en-Bray avait éprouvé une commotion violente. Le marquis de Saint-Loup-en-Bray ? Ah ! Bougre ! s'était-il écrié, usant du juron qui était chez lui la marque la plus forte de la déférence sociale. Et il avait jeté sur son fils, capable de s'être fait de telles relations, un regard admiratif qui signifiait « Il est vraiment étonnant. Ce prodige est-il mon enfant ?» et qui causa autant de plaisir à mon camarade que si 50 francs avaient été ajoutés à sa pension mensuelle. Car Bloch était mal à l'aise chez lui et sentait que son père le traitait de dévoyé parce qu'il vivait dans l'admiration de Lecomte de Lille, Hérédia et autres bohèmes. Mais des relations avec Saint-Loup-en-Bray, dont le père avait été président du canal de Suez, ah, bougre, c'était un résultat indiscutable. On regretta d'autant plus d'avoir laissé à Paris, par crainte de l'abîmer, le stéréoscope. Seul M. Bloch, le père, avait l'art, ou du moins le droit, de s'en servir. Il ne le faisait du reste que rarement, à bon escient, les jours où il y avait gala, et domestique mâle en extra. De sorte que de ces séances de stéréoscope émanaient pour ceux qui y assistaient comme une distinction, une faveur de privilégié, et pour le maître de maison, qui les donnait un prestige analogue à celui que le talent confère, et qui n'aurait pas pu être plus grand, si les vues avaient été prises par M. Bloch lui-même et l'appareil de son invention. Vous n'étiez pas invité hier chez Salomon ?
disait-on dans la famille. Non, je n'étais pas des élus. Qu'est-ce qu'il y avait? Un grand tralala, le stéréoscope, toute la boutique. Ah, s'il y avait le stéréoscope, je regrette, car il paraît que Salomon est extraordinaire quand il le montre. Que veux-tu? Dit M. Bloch à son fils. Il ne faut pas lui donner tout à la fois, comme cela il lui restera quelque chose à désirer. Il avait bien pensé, dans sa tendresse paternelle, et pour émouvoir son fils, à faire venir l'instrument. Mais le temps matériel manquait, ou plutôt, on avait cru qu'il manquerait. Mais nous dûmes faire le dîner parce que Saint-Loup ne put se déplacer, attendant un oncle qui allait venir passer 48 heures auprès de Madame de Villeparisis. Comme très adonné aux exercices physiques, surtout aux longues marches, c'était en grande partie à pied, en couchant la nuit dans les fermes, que cet oncle devait faire la route depuis le château où il était en villégiature. Le moment où il arriverait à Balbec était assez incertain. Et Saint-Loup, n'osant bouger, me chargea même d'aller porter à Incauville, où était le bureau télégraphique, la dépêche que mon ami envoyait quotidiennement à sa maîtresse. L'oncle qu'on attendait s'appelait Palamède, d'un prénom qu'il avait hérité des princes de Sicile, ses ancêtres. Et plus tard, quand je retrouvai dans mes lectures historiques, appartenant à tel podestat ou tel prince de l'Église, ce prénom même, belle médaille de la Renaissance, d'aucuns disaient un véritable antique, toujours resté dans la famille, ayant glissé de descendant en descendant depuis le cabinet du Vatican jusqu'à l'oncle de mon ami, j'éprouvai le plaisir réservé à ceux qui, ne pouvant faute d'argent constituer un médaillier, une pinacothèque, recherchent les vieux noms de localités, documentaires et pittoresques, comme une carte ancienne, une vue cavalière, une enseigne ou un coutumier, nom de baptême où résonne et s'entend dans les belles finales françaises le défaut de langue, l'intonation d'une vulgarité ethnique, la prononciation vicieuse selon lesquelles nos ancêtres faisaient subir aux mots latins et saxons des mutilations durables devenues plus tard les augustes législatrices des grammaires. Et en somme, grâce à ces collections de sonorités anciennes, se donnent à eux-mêmes des concerts à la façon de ceux qui acquièrent des viols de gambe et des viols d'amour pour jouer de la musique d'autrefois sur des instruments anciens. Saint-Loup me dit que même dans la société aristocratique la plus fermée, son oncle Palamède se distinguait encore comme particulièrement difficile d'accès, dédaigneux, entiché de sa noblesse, formant avec la femme de son frère et quelques autres personnes choisies ce qu'on appelait le cercle des phénix. Là même, il était si redouté pour ses insolences qu'autrefois il était arrivé que des gens du monde qui désiraient le connaître et s'étaient adressés à son propre frère avaient essuyé un refus. « Non, ne me demandez pas de vous présenter à mon frère Palamède. Ma femme, nous tous, nous nous y attellerions que nous ne pourrions pas. Ou bien vous risqueriez qu'il ne soit pas aimable. Et je ne le voudrais pas. » Au Jockey, il avait avec quelques amis désigné 200 membres qu'il ne se laisserait jamais présenter. Et chez le comte de Paris, il était connu sous le sobriquet du prince, à cause de son élégance et de sa fierté. Saint-Loup me parla de la jeunesse, depuis longtemps passée, de son oncle. Il amenait tous les jours des femmes dans une garçonnière qu'il avait en commun avec 2 de ses amis, beaux comme lui, ce qui faisait qu'on les appelait les 3 grâces. Un jour, un des hommes qui est aujourd'hui des plus en vue dans le faubourg Saint-Germain, comme eût dit Balzac, mais qui dans une première période assez fâcheuse montrait des goûts bizarres, avait demandé à mon oncle de venir dans cette garçonnière. Mais à peine arrivé, ce ne fut pas aux femmes, mais à mon oncle Palamède, qu'il se mit à faire une déclaration. Mon oncle fit semblant de ne pas comprendre, emmenant sous un prétexte ses 2 amis. Ils revinrent, prirent le coupable, le déshabillèrent, le frappèrent jusqu'au sang, et par un froid de 10 degrés au-dessous de zéro, le jetèrent à coups de pied dehors où il fut trouvé à demi-mort, si bien que la justice fit une enquête à laquelle le malheureux
eut toute la peine du monde à la faire renoncer. Mon oncle ne se livrait plus aujourd'hui à une exécution aussi cruelle, et tu n'imagines pas le nombre d'hommes du peuple, lui si hautain avec les gens du monde, qu'il prend en affection, qu'il protège, quitte à être payé d'ingratitude. Ce sera un domestique qu'il aura servi dans un hôtel et qu'il placera à Paris, ou un paysan à qui il fera apprendre un métier. C'est même le côté assez gentil qu'il y a chez lui, par contraste avec le côté mondain. Saint-Loup appartenait en effet à ce genre de jeunes gens du monde, situés à une altitude où on ait pu faire pousser ses expressions. Ce qu'il y a même d'assez gentil chez lui, son côté assez gentil. Semence assez précieuse, produisant très vite une manière de concevoir les choses dans laquelle on se compte pour rien, et le peuple pour tout. En somme, tout le contraire de l'orgueil plébéien. Il paraît qu'on ne peut se figurer comme il donnait le ton, comme il faisait la loi à toute la société dans sa jeunesse. Pour lui, en toutes circonstances, il faisait ce qui lui paraissait le plus agréable, le plus commode. Mais aussitôt, c'était imité par les snobs. S'il avait eu soif au théâtre et s'était fait apporter à boire dans le fond de sa loge, les petits salons qu'il y avait derrière chacune se remplissaient. La semaine suivante, de rafraîchissement. Un été pluvieux, où il avait un peu de rhumatisme. Il s'était commandé un par-dessus d'une vigogne souple mais chaude qui ne sert que pour faire des couvertures de voyage et dont il avait respecté les raies bleues et oranges. Les grands tailleurs se virent commander aussitôt par leurs clients des par-dessus bleus et frangés à long poil. Si pour une raison quelconque il désirait ôter tout caractère de solennité à un dîner dans un château où il passait une journée, et pour marquer cette nuance, n'avait pas apporté d'habit et s'était mis à table avec le veston de l'après-midi, la mode devenait de dîner à la campagne en veston. Que pour manger un gâteau il se servit, au lieu de sa cuillère, d'une fourchette ou d'un couvert de son invention commandé par lui à un orfèvre ou de ses doigts, il n'était plus permis de faire autrement. Il avait eu envie de réentendre certains quatuors de Beethoven, car, avec toutes ses idées saugrenues, il est loin d'être bête et est fort doué, et avait fait venir des artistes pour les jouer chaque semaine, pour lui et quelques amis. La grande élégance fut, cette année-là, de donner des réunions peu nombreuses où on entendait de la musique de chambre. Je crois d'ailleurs qu'il ne s'est pas ennuyé dans la vie. Beau comme il a été, il a dû avoir des femmes. Je ne pourrais pas vous dire d'ailleurs exactement lesquelles parce qu'il est très discret. Mais je sais qu'il a bien trompé ma pauvre tante. Ce qui n'empêche pas qu'il ait été délicieux avec elle, hein, qu'elle l'adorait et qu'il la pleurait pendant des années. Quand il est à Paris, il va encore au cimetière, presque chaque jour. Le lendemain du jour où Robert m'avait ainsi parlé de son oncle tout en l'attendant, vainement du reste, comme je passais seule devant le casino en rentrant à l'hôtel, j'eus la sensation d'être regardée par quelqu'un qui n'était pas loin de moi. Je tournai la tête et j'aperçus un homme d'une quarantaine d'années, très grand et assez gros, avec des moustaches très noires, et qui, tout en frappant nerveusement son pantalon avec une badine, fixait sur moi des yeux dilatés par l'attention. Par moments, ils étaient percés en tous sens par des regards d'une extrême activité, comme en ont seuls devant une personne qu'ils ne connaissent pas des hommes à qui, pour un motif quelconque, elle inspire des pensées qui ne viendraient pas à tout autre, par exemple des fous ou des espions. Il lança sur moi une suprême œillade à la fois hardie, prudente, rapide et profonde, comme un dernier coup que l'on tire au moment de prendre la fuite, et après avoir regardé tout autour de lui, prenant soudain un air distrait et hautain, par un brusque revirement de toute sa personne, il se tourna vers une affiche dans la lecture de laquelle il s'absorba, en fredonnant un air et en arrangeant la rose mousseuse qui pendait à sa boutonnière. Il sortit de sa poche un calepin, sur lequel il eut l'air de prendre en note le titre du spectacle annoncé,
tira 2 ou 3 fois sa montre, abaissa sur ses yeux un canotier de paille noire dont il prolongea le rebord avec sa main mise en visière, comme pour voir si quelqu'un n'arrivait pas, fit le geste de mécontentement par lequel on croit faire voir qu'on en a assez d'attendre, mais qu'on ne fait jamais quand on attend réellement, puis rejetant en arrière son chapeau et laissant voir une brosse coupée ras qui admettait cependant de chaque côté d'assez longues ailes de pigeon ondulées, il exhala le souffle bruyant des personnes qui en ont pas trop chaud, mais le désir de montrer qu'elles ont trop chaud. J'eus l'idée d'un escroc d'hôtel qui, nous ayant peut-être déjà remarqué les jours précédents ma grand-mère et moi, et préparant quelques mauvais coups, venait de s'apercevoir que je l'avais surpris pendant qu'il m'épiait. Pour me donner le change, peut-être cherchait-il seulement, par sa nouvelle attitude, à exprimer la distraction et le détachement, mais c'était avec une exagération si agressive que son but semblait, au moins autant que de dissiper les soupçons que j'avais dû avoir, de venger une humiliation qu'à mon insu je lui eusse infligée, de me donner l'idée non pas tant qu'il ne m'avait pas vue, que celle que j'étais un objet de trop petite importance pour attirer l'attention. Il cambrait sa taille d'un air de bravade, pinçait les lèvres, relevait ses moustaches et dans son regard ajustait quelque chose d'indifférent, de dur, de presque insultant. Si bien que la singularité de son expression me le faisait prendre tantôt pour un voleur et tantôt pour un aliéné. Pourtant sa mise, extrêmement soignée, était beaucoup plus grave et beaucoup plus simple que celle de tous les baigneurs que je voyais à Balbec, et rassurante pour mon veston si souvent humilié par la blancheur éclatante et banale de leur costume de plage. Mais ma grand-mère venait à ma rencontre. Nous fîmes un tour ensemble, et je l'attendais 1 heure après, devant l'hôtel où elle était entrée un instant, quand je vis sortir madame de Villeparisis, avec Robert de Saint-Loup et l'inconnu qui m'avait regardé si fixement devant le casino. Avec la rapidité d'un éclair, son regard me traversa, ainsi qu'au moment où je l'avais aperçu, et revint, comme s'il ne m'avait pas vu, se ranger un peu bas, devant ses yeux, émoussé comme le regard neutre qui feint de ne rien voir au dehors et n'est capable de rien dire au dedans, le regard qui exprime seulement la satisfaction de sentir autour de soi les cils qui l'écartent de sa rondeur béate, le regard dévot et confit qu'ont certains hypocrites, le regard fat qu'ont certains sots. Je vis qu'il avait changé de costume. Celui qu'il portait était encore plus sombre, et sans doute c'est que la véritable élégance est moins loin de la simplicité que la fausse. Mais il y avait autre chose. D'un peu près, on sentait que si la couleur était presque entièrement absente de ses vêtements, ce n'était pas parce que celui qui l'en avait banni y était indifférent, mais plutôt parce que pour une raison quelconque, il se l'interdisait. Et la sobriété qu'il laissait paraître semblait de celles qui viennent de l'obéissance à un régime, plutôt que du manque de gourmandise. Un filet de vert sombre s'harmonisait dans le tissu du pantalon, à la rayure des chaussettes, avec un raffinement qui décelait la vivacité d'un goût maté partout ailleurs, et à qui cette seule concession avait été faite par tolérance, tandis qu'une tache rouge sur la cravate était imperceptible comme une liberté qu'on ose prendre. Comment allez-vous ? Je vous présente mon neveu, le baron de Guermantes, me dit madame de Villeparisis, pendant que l'inconnu, sans me regarder, grommelant un vague, charmé, qu'il fit suivre de pour donner à son amabilité quelque chose de forcé, et repliant le petit doigt, l'index et le pouce, me tendait le 3e doigt et l'annulaire, dépourvu de toute bague, que je serrai sous son gant de Suède. Puis, sans avoir levé les yeux sur moi, il se détourna vers madame de Villeparisis. « Mon Dieu, est-ce que je perds la tête ?» dit celle-ci,
Voilà que je t'appelle le baron de Guermantes. Je vous présente le baron de Charlus. Après tout, l'erreur n'est pas si grande, ajouta-t-elle. Tu es bien un Guermantes, tout de même. Cependant, ma grand-mère sortait. Nous fîmes route ensemble. L'oncle de Saint-Loup ne m'honora non seulement pas d'une parole, mais même d'un regard. S'il dévisageait les inconnus, et pendant cette courte promenade il lança 2 ou 3 fois son terrible et profond regard en coup de sonde sur des gens insignifiants et de la plus modeste extraction qui passaient, en revanche, il ne regardait à aucun moment, si j'en jugeais par moi, les personnes qu'il connaissait. Comme un policier en mission secrète, mais qui tient ses amis en dehors de sa surveillance professionnelle, les laissant causer ensemble, ma grand-mère, madame de Villeparisis et lui. Je retins Saint-Loup en arrière. Dites-moi, ai-je bien entendu? Madame de Villeparisis a dit à votre oncle qu'il était un Guermantes? Mais oui, naturellement. C'est Palamède de Guermantes. Mais des mêmes Guermantes qui ont un château près de Combray et qui prétendent descendre de Geneviève de Brabant? Mais absolument. Mon oncle, qui est on ne peut plus héraldique, vous répondrez que notre cri de guerre, qui devint ensuite Passavant, était d'abord Combraisis, dit-il, en riant pour ne pas avoir l'air de tirer vanité de cette prérogative du cri qu'avaient seules les maisons quasi souveraines, les grands chefs de bande. Il est le frère du possesseur actuel du château. Ainsi s'apparentait, et de tout près, aux Guermantes, cette madame de Villeparisis, restée si longtemps pour moi la dame qui m'avait donné une boîte de chocolat tenue par un canard quand j'étais petit, plus éloignée alors du côté de Guermantes que si elle avait été enfermée dans le côté de Méséglise, moins brillante, moins haut située par moi que l'opticien de Combray, et qui maintenant subissait brusquement une de ces hausses fantastiques, parallèles aux dépréciations non moins imprévues d'autres objets que nous possédons, lesquels, les unes comme les autres, introduisent dans notre adolescence et dans les parties de notre vie où persiste un peu de notre adolescence des changements aussi nombreux que les métamorphoses d'Ovide.